Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui est destiné aux associations. Donc j'espère que vous avez beaucoup d'associations ce soir. Là, en tout cas, on a déjà, je vois, plus de 100 participants là, aujourd'hui. Donc on est ravis de vous avoir avec nous sur ce webinaire. Donc association, comment diversifier vos ressources. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné avec Mathilde. Donc moi, je me présente rapidement. Donc je m'appelle donc Laurent. Je suis le directeur des partenariats de Yapla et je suis accompagné de Mathilde aujourd'hui. Oui, merci Laurent. Donc moi, je me présente en quelques mots, Mathilde Delaunay. Donc je suis avocate au cabinet Guillemin Fichy et j'ai le plaisir d'accompagner depuis de nombreuses années les associations et les organismes du secteur lucratif dans l'ensemble de leurs problématiques juridiques et fiscales. Parfait. Ben, merci Mathilde. Alors sans plus tarder, on va commencer ce webinaire, mais avant de commencer, juste quelques petits mots sur la solution qu'on utilise qui s'appelle Livestorm, sur laquelle vous êtes connectés. Donc, je voulais juste vous informer que déjà, le webinaire est enregistré, que toute la présentation que l'on va vous présenter là va vous être envoyée par mail suite au webinaire. Et au niveau des fonctionnalités, vous avez accès donc tout à droite à un chat donc sur lequel vous pouvez vous présenter, dire bonjour, qui vous êtes et interagir avec tout le monde. Vous verrez également un onglet questions. Donc cet onglet questions va vous permettre de poser autant de questions que vous le souhaitez pendant tout le webinaire. Alors nous, on prendra un moment à la fin du webinaire avec Mathilde pour répondre à l'ensemble de vos questions. En attendant, nous avons deux personnes qui nous accompagnent ce soir, en la personne de Solène et Agathe, pardon, qui sont là pour répondre aussi sur le chat, sur les questions, à toutes vos questions donc pendant le webinaire. Et vous verrez également apparaître parfois une petite lumière rouge là sur l'onglet sondage parce qu'on a prévu des petits sondages pour vous faire interagir aussi tout au long de ce webinaire. Une dernière petite chose, là, vous verrez aussi une petite cloche tout en haut à côté de la croix que je vous invite éventuellement à cliquer pour désactiver les notifications parce qu'il risque d'y en avoir quand même beaucoup ce soir. Hein, donc, n'hésitez pas à désactiver le son des notifications. Et du coup, on va commencer par le premier sondage. Donc, quel type d'organisation représentez-vous aujourd'hui, hein, donc, je vous invite à y répondre. Et dans le même temps, on va présenter rapidement qui on est avec Mathilde. Donc, je vais commencer par Yapla. Yapla, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Hein. On aide les associations depuis une dizaine d'années à digitaliser leur process et on essaie de répondre à deux besoins principaux. Le premier, c'est de rassembler sur une seule et même plateforme tous les outils dont a besoin une association. Typiquement, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup d'associations qui utilisaient Excel, par exemple, pour gérer les membres ou la comptabilité, qui avaient un autre système pour envoyer des communications ou encore la comptabilité. Et là, l'idée, c'était de tout rassembler pour permettre à tous les membres du bureau d'accéder aux mêmes données. Donc, dans sa centralisée données, ça gère la partie backup, sécurité, etc. Et le deuxième besoin, c'est qu'on va connecter ces outils directement à des formulaires pour s'inscrire en ligne, faire des paiements, envoyer des mails automatiquement ou générer des écritures comptables. Et tout ça dans le but de vous faire gagner du temps en déléguant finalement cette partie un peu de gestion administrative directement à votre communauté, donc à vos membres, donateurs ou participants des événements. Hein, donc, on tourne autour de 8 grandes fonctionnalités que je ne vais pas vous présenter en détail aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on est disponible. Vous pouvez aller sur notre site web. Hein, mais en gros, on va vous aider à gérer les membres et le renouvellement des adhésions, la partie événementielle, donc tout ce qui est organisation d'événements physiques, de séminaires, de formations, de compétitions ou même d'assemblées générales. On va vous aider à collecter des dons en ligne. Ça marche beaucoup depuis le Covid, notamment dans tous les types d'associations pour pouvoir financer des projets. On peut vous aider à créer un site web complet ou appuyer un site web existant, automatiser entre 50 et 70% de vos écritures comptables directement grâce aux différents modes de paiement ou de communiquer avec votre communauté. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir notre site web sur yapla.fr et prenez rendez-vous avec nous ou suivez nos autres webinaires qui vous présenteront plus en détail la plateforme. Mathilde, je te laisse présenter le cabinet.
Oui, merci Laurent. Donc, comme je le disais en introduction, donc, je suis avocate, donc j'exerce au sein d'un cabinet d'avocats, le cabinet Guillemin-Flichy. Donc, on est un cabinet à taille humaine, on est 4 associés avec chacun notre domaine d'expertise. Et donc, moi, j'anime l'expertise dédiée à l'économie responsable. Donc, c'est une compétence historique du cabinet. Et au quotidien, on va accompagner notamment les organismes sans but lucratif, donc les associations, les fonds de dotation, les fondations dans l'ensemble de leurs problématiques juridiques et fiscales. Donc, parfois, un peu comme une direction juridique externalisée ou en appui de la direction juridique pour des projets spécifiques ou des opérations plus complexes. Et on va aussi beaucoup accompagner les entreprises dans le cadre du déploiement de leur politique de mécénat, de projets d'intérêt général ou sur leurs sujets de RSE, entreprise à mission, voilà, tous ces sujets qui ont trait à l'économie sociale et solidaire. Merci. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on organise ce webinaire aujourd'hui? L'idée, c'est de passer 45 minutes ensemble parce que finalement, on s'est rendu compte que le financement, quand même, est une problématique très récurrente dans le secteur associatif et que la plupart des assos connaissaient plus ou moins les ressources internes et externes auxquelles elles pouvaient prétendre, mais c'était plus difficile souvent sur comment optimiser ces ressources, comment se rendre éligible pour pouvoir en bénéficier. Et puis, il y a aussi eu beaucoup d'évolutions dans le secteur, notamment avec des outils numériques qui peuvent vous aider justement à compléter ces revenus que vous pourriez avoir. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est comment est-ce que concrètement, vous pourriez, un, vous assurer d'être éligible et deux, comment aller chercher un maximum de fonds. Donc, Mathilde, je te laisse présenter l'histoire de Camille. Alors oui, pour peut-être rendre cette présentation un petit peu plus concrète, on vous propose donc de suivre l'histoire de Camille, donc qui est présidente d'une association, le club de football de Quimper. Et donc Camille est confrontée à une situation que vous connaissez tous en tant que responsable associatif, à savoir que l'AG vient de voter le budget annuel, donc elle a estimé pour l'année à 100 000 €, sauf que Camille, pour faire face à ses dépenses et pour boucler son budget, doit trouver des ressources, ce qui n'est pas toujours évident et c'est souvent le nerf de la guerre dans le cadre du fonctionnement associatif, c'est quelles ressources on peut trouver, sachant qu'on est dans un contexte, on va le voir, où le secteur associatif notamment peut se retrouver confronté à certaines difficultés de financement, notamment du fait de la raréfaction des subventions publiques par exemple, ou ne peut pas compter sur ses mécènes habituels. Donc voilà, va se retrouver confronté à un certain nombre de difficultés. Donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un petit panorama des ressources qui s'offrent à vous pour pouvoir faire face et boucler le budget de vos structures. Ouais, et d'ailleurs, Camille va nous accompagner également tout au long de la présentation avec des boîtes à outils. Donc, on va vous proposer des outils concrets que vous pourrez derrière utiliser directement pour votre association. Et du coup, pour vous remettre un petit peu de contexte autour de tout ça, aujourd'hui, sur le budget de l'association, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile aussi là, de le boucler dû à plusieurs facteurs récents. Donc, déjà, il y a de moins en moins de subventions qui sont données, ou tout du moins, les montants sont en baisse constante dans les différentes communes. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont confrontés à ces problématiques-là depuis quelques années. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait face, du coup, pour compléter le manque à gagner qu'il peut y avoir de ce côté-là. Le deuxième, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu là, récemment, c'est la crise sanitaire qui a énormément impacté le secteur de l'ESS et le monde associatif à plusieurs titres. La première chose, c'est que déjà tous les événements se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc, automatiquement, ça fait un manque à gagner parce que il y a beaucoup d'associations finalement qui subsistent grâce à l'organisation de ces événements. Deux, il y a eu beaucoup de reports d'adhésion puisque la crise a fait en sorte que il y a eu plein d'associations qui n'ont pas pu proposer les services qu'ils proposaient d'habitude, mais qui continuent à avoir des frais structurels en face. Et donc, du coup, ont dû soit annuler des adhésions ou les reporter sur l'année d'après. Et par contre, ça permet aussi de nouvelles choses parce qu'il y a des associations qui ne faisaient pas du tout de dons et qui se sont mis à faire du don en ligne pour essayer de sauver les meubles, entre guillemets, et en finançant des projets ou permettre de subsister.
Et ce qui fait que d'une manière générale aussi, on peut faire face à des aléas qui font que finalement, on n'a pas autant de revenus, de recettes que ce qu'on avait prévu dans le budget. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de compléter tout ça derrière, hein, donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces ressources possibles? Alors peut-être pour démarrer et rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ce qu'on vous proposait aussi, c'était de casser certaines idées reçues, certaines fausses croyances qui peuvent être répandues, et qui vont constituer autant de freins pour les responsables associatifs qui ne vont pas aller vers certains types de ressources alors qu'ils pourraient y avoir droit. Je pense que tout au long de la présentation, on va vous présenter des sujets, des concepts que vous connaissez déjà, mais il y en a certains pour lesquels vous ne savez pas forcément comment les utiliser ou tout simplement que vous ne savez pas qu'une association peut y prétendre. Parmi les idées reçues qu'on rencontre fréquemment, la première, c'est qu'une association n'a pas le droit de réaliser de recettes commerciales. Alors ça, c'est faux. C'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas le droit de réaliser de manière accessoire des activités commerciales, et on va voir comment ça s'encadre et comment on peut le mettre en pratique. Une deuxième idée reçue plus large qui est aussi très répandue, c'est celui selon laquelle une association n'a pas le droit de faire de bénéfices. Alors là, c'est totalement faux également, puisque dans une optique de bonne gestion, le but de l'association, c'est même de faire des bénéfices. C'est-à-dire de ne pas se retrouver forcément à l'équilibre en fin d'année, mais d'être en excédent. Ce qui est interdit, c'est de partager le bénéfice entre les membres de l'association. Ça, c'est interdit, mais en revanche, faire des bénéfices, c'est autorisé et même conseillé. Et ces bénéfices vont servir ensuite pour faire des investissements, pour réaliser l'activité et l'objet même de l'association. Troisième idée reçue aussi qu'on rencontre assez fréquemment, certains pensent qu'il faut nécessairement solliciter un agrément de l'administration fiscale pour obtenir un rescrit avant d'émettre des reçus fiscaux pour les donateurs. Ça, c'est faux. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas une obligation de faire cette démarche et d'avoir un agrément préalable. Toute association, si elle est d'intérêt général, et on va voir comment, peut émettre des reçus fiscaux sans être allé voir préalablement l'administration fiscale avant. Et la dernière idée reçue, qui est un peu contraire, c'est que toute association peut recevoir des donations et des legs. Ça, c'est faux également, et on va le voir en début de présentation. On va rappeler ce que sont les donations et les legs par rapport aux dons, mais on va voir qu'il y a certaines conditions à respecter pour prétendre à ce type de ressources. Alors, le premier réflexe, effectivement, c'est toujours le réflexe qu'on a, nous, en tant qu'avocats et conseils, c'est regarder vos statuts. Pourquoi il faut regarder les statuts? Parce qu'en fait, les statuts, c'est vraiment l'acte fondateur de votre structure. C'est un peu les règles du jeu, le mode de fonctionnement de votre association. Et souvent, dans les statuts, on a un article qui est dédié aux ressources. Et on se rend compte à la lecture de ces articles dédiés aux ressources que certains statuts d'association sont plus restrictifs que la loi. Donc, dans certaines associations, en fait, se mettent des contraintes en limitant dans les statuts le type de ressources auxquelles elles peuvent prétendre. Donc, il vaut mieux avoir une rédaction plus large. Alors, si vous n'avez pas le droit à un type de ressources par la loi, vous ne pouvez pas y déroger en élargissant dans les statuts. Mais à l'inverse, si vos statuts sont trop restrictifs, vous pouvez vous priver d'un certain nombre de ressources auxquelles vous auriez le droit en vertu de la loi. On va voir aussi que pour prétendre à certains types de ressources, et notamment les recettes commerciales, ça, il faut le prévoir expressément dans vos statuts. Il faut que ce soit expressément écrit. Et donc, en fait, quand on crée sa structure, quand on crée son association ou quand on modifie les statuts, il faut vraiment veiller particulièrement à la rédaction de cette disposition sur les statuts pour ne pas se retrouver inutilement contraint et permettre justement d'accéder au plus grand nombre de ressources possibles et autorisées pour anticiper l'avenir. Merci Mathilde. Alors concrètement, on va rentrer là maintenant dans des choses plus pragmatiques. Là. Donc à quelles ressources une association peut-elle prétendre? On va commencer par les ressources externes. Donc, ce qu'on entend par ressources externes, c'est tout ce qui n'est pas trait directement à l'activité même de votre association. Donc c'est tout ce qui peut venir en plus ou ce que vous pouvez aller chercher à côté. Et donc concrètement, il peut s'agir de personnes privées, donc sur toute la partie dons
et legs, tous les organismes sans but lucratif qui pourraient soit vous faire des dons également ou des appels à projets, les entreprises idem, et enfin les collectivités ou établissements publics qui, eux, peuvent justement vous apporter des subventions et également des appels à projets. Donc, on va commencer par la partie dons, donations et legs. Effectivement, merci Laurent. Alors, les dons, donations et legs, c'est sûrement, en fait, c'est ce qu'on appelle les libéralités. C'est sûrement des concepts que vous connaissez, mais peut-être on va commencer par une petite précision de définition entre ce que sont les dons manuels, les donations et les legs. Les dons manuels, c'est tout ce qui va pouvoir être donné par un donateur, donc que ce soit une personne physique ou une entreprise, à un organisme sans but lucratif, sans qu'il y ait besoin d'un formalisme particulier. Par exemple, le don d'une somme d'argent, donc ce sont les dons en numéraire. Ça peut être également des dons d'objets. Pour une entreprise, ça peut être des dons d'invendus, donc des dons de matériel, de denrées. Donc tout ça, il n'y a pas besoin d'un formalisme particulier. Et c'est ce qu'on va appeler les dons manuels. Les donations et les legs, elles nécessitent d'être formalisées par un acte spécifique. Pour les donations, il faut ce qu'on appelle un acte authentique ou un acte notarié. Et par exemple, ça va concerner les dons de biens immobiliers. En fait, quand on veut donner un bien immobilier, il faut faire une donation, il faut passer par un acte notarié. On ne peut pas juste faire un contrat simple entre le donateur et l'association, il faut forcément passer par un notaire. Les legs, quant à eux, ce sont les libéralités qui sont faites du fait d'un décès. Donc, ça va être une personne physique qui va désigner en tant que légataire un organisme sans but lucratif et donc ça va se faire par voie testamentaire. Donc ça, c'était une petite précision sur les définitions. Alors, j'ai regardé dans le sondage quel type d'organisation vous représentiez aujourd'hui. Donc, de façon très, 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 très largement majoritaire, vous êtes des associations. Donc, vous, aujourd'hui, en tant qu'association ou fédération, vous pouvez recevoir des dons manuels. Vous avez la capacité juridique de recevoir des dons manuels. Vous pouvez recevoir également des donations et des legs à condition que vous ayez au moins 3 ans d'existence. C'est une condition qui est posée par la loi, c'est-à-dire qu'une association qui se crée ne peut pas, dès sa première année d'existence, prétendre à recevoir des donations et des legs. Mais au-delà de la capacité juridique, ce qui est intéressant, c'est le régime fiscal du mécénat et la possibilité pour la structure qui va recevoir ces libéralités d'émettre un reçu fiscal à son donateur, parce que c'est ça qui va permettre d'attirer des donateurs et d'augmenter les ressources de la structure. Pour recevoir un don et ouvrir droit à une réduction d'impôt et émettre un reçu fiscal à son donateur, il faut que l'association soit d'intérêt général. Elle n'a pas besoin de demander à l'administration un agrément préalable, mais il faut qu'elle respecte un certain nombre de conditions. Ces conditions, donc, ce sont les critères de l'intérêt général, c'est qu'il faut que l'association soit non lucrative. On va voir que ça ne va pas l'empêcher d'exercer des activités lucratives ou commerciales, mais à titre accessoire. Mais donc, il faut que son activité principale soit non lucrative. Il faut qu'elle s'adresse à un large cercle de bénéficiaires et que ce ne soit pas juste, par exemple, au bénéfice de ses membres ou de personnes qui sont nommément identifiées. Et il faut qu'elle exerce dans un des domaines qui est visé par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Donc, par exemple, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif. Il y a toute une liste, en fait, de domaines dans lesquels l'association doit exercer pour être d'intérêt général. Si elle respecte ces critères, elle peut émettre un reçu fiscal à son donateur et le donateur bénéficiera d'une réduction d'impôt. Si c'est une personne physique, le montant de la réduction d'impôt sera de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur. Et si c'est une entreprise, le montant de la réduction d'impôt sera de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise mécène. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur les libéralités, c'est qu'au plan juridique, toutes les associations peuvent en recevoir, mais pour pouvoir ouvrir droit à ce régime du mécénat et un avantage fiscal pour le donateur, il faut être d'intérêt général sans avoir forcément un agrément préalable de l'administration fiscale. Parfait. Du coup, on a identifié 3 bonnes pratiques que vous pourriez mettre en place
assez rapidement, parce que comme vous l'avez vu, finalement, en tant qu'association, vous êtes potentiellement éligible justement à tout ce qui est dons et legs. Donc, la première chose auquel il faut penser, c'est comment est-ce que je peux simplifier le parcours de donation pour mes sympathisants. Ça veut dire quoi concrètement? C'est comment est-ce que je vais les informer, comment est-ce que je vais présenter mes projets. Donc, typiquement, quelque chose qu'on vous conseille, hein, c'est de mettre en place une page de collecte de dons en ligne et de présenter votre projet. Ou donc, si vous le faites pour l'association, vous pouvez le faire de manière générale, mais le fait de créer une ou plusieurs campagnes par projet que vous avez, ça donne beaucoup plus de concret. Typiquement, les donateurs donnent plus facilement quand ils savent à quoi vont servir leurs fonds. Donc, si vous avez des projets concrets à faire financer, mettez-les en avant parce que automatiquement, ça va parler beaucoup plus facilement aux personnes. Et le fait de mettre un lien vers votre site web ou d'en parler dans votre newsletter, ça va permettre également de pouvoir mieux communiquer là-dessus. Un autre point là-dessus, c'est idem, si on va éviter, dans la mesure du possible, forcément avec peut-être les personnes âgées, c'est plus facile de passer à l'écrit en envoyant un courrier. Néanmoins, si on peut permettre d'avoir toute une démarche dématérialisée, ça permet également de pouvoir envoyer les reçus fiscaux par mail. Du coup, les donateurs les reçoivent en direct. Ils peuvent les préparer pour leur déclaration d'impôt, etc. beaucoup plus facilement en les stockant en numérique. Aujourd'hui, ça passe beaucoup comme ça. La deuxième pratique qui est intéressante, c'est de communiquer. Il faut toujours communiquer auprès de votre communauté, ne pas hésiter à les remercier dès qu'ils vous font un don. Peut-être même d'adapter aussi vos communications en fonction des montants pour vos grands donateurs, peut-être de les bichonner un petit peu plus en leur envoyant un courrier spécifique, peut-être pas papier en plus, ça fait toujours plaisir, d'autant qu'ils aident énormément votre association. Là-dessus, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'aller vous créer un référentiel de donateurs pour pouvoir communiquer avec eux, donc avec l'historique des dons qu'ils ont pu vous faire. Et du coup, ça va vous faciliter justement la manière dont vous allez pouvoir vous adresser à eux. Sur la troisième bonne pratique, je te laisse la main, Mathilde. Oui, merci Laurent. Alors, sur le rescrit fiscal, et j'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet. En fait, le rescrit fiscal, ce qu'on appelle le rescrit fiscal, c'est un agrément qu'on peut demander à l'administration fiscale pour s'assurer qu'on est bien d'intérêt général et qu'on peut émettre des reçus fiscaux. Encore une fois, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en infraction quand vous émettez des reçus fiscaux pour des donateurs, même si vous n'êtes pas allé voir l'administration fiscale avant. Donc, ce n'est pas une formalité obligatoire. Néanmoins, c'est une possibilité qui est offerte aux associations pour s'assurer qu'elles sont bien d'intérêt général. Et donc, ça peut constituer aussi un avantage significatif parce que ça peut être mis en avant en disant on est bien d'intérêt général, on a le rescrit fiscal et donc ça peut rassurer certains donateurs. En revanche, je vous invite à la plus grande vigilance si vous initiez ce type de démarche. Donc, ça se fait auprès de l'administration. Il y a un dossier à constituer et à déposer auprès de l'administration fiscale. En fait, il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on présente le projet. Et il y a énormément d'associations qui, en toute bonne foi, remplissent le dossier en étant persuadées d'être d'intérêt général, mais l'intérêt général au sens commun n'est pas forcément l'intérêt général au sens où l'entend l'administration fiscale. C'est pour ça que dans ce type de procédure, il y a un certain nombre de dossiers de rescrits qui se voient refuser. Et une fois qu'on a un rescrit négatif, c'est extrêmement difficile de rectifier le tir. Et quand on a un rescrit négatif, pour le coup, on n'a plus le droit d'émettre des reçus fiscaux. Là, on serait en infraction. Donc, le conseil sur ce point, c'est si vous voulez vraiment initier une démarche de rescrit fiscal, c'est de ne pas le faire tout seul et de vous faire accompagner dans le cadre de cette démarche pour limiter en fait les risques de rescrit négatifs. Ouais, et pour rappel, un reçu fiscal vous permet à vos donateurs de défiscaliser entre 66% et 75% du montant de leurs dons directement de leurs impôts. Donc concrètement, Camille, elle, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a utilisé le template qui est mis à disposition. Donc, c'est ce qu'on appelle un CERFA directement sur le site du gouvernement. Et elle est allée un peu plus loin parce que elle s'est dit, tiens, plutôt que de remplir tous mes reçus fiscaux à la main, je vais peut-être essayer de les automatiser. Et en fait, il y a plein des outils qui permettent de faire ça. Il y en a d'autres. Je vous laisserai les trouver par vous-même. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir
renseigner votre base de donateurs ou leur proposer un formulaire et que le reçu fiscal soit généré soit automatiquement, donc c'est-à-dire qu'à chaque don, la personne va recevoir son reçu, soit manuellement. Et dans ces cas, c'est vous qui décidez à quelle période vous les générez. Donc ça peut être une fois par an, par exemple, au début d'année pour toute l'année qui précédait, ce qui permet de générer un reçu sur l'ensemble des dons qu'a pu faire la personne sur le cours d'année. Ouais, Laurent, peut-être juste une mini précision là-dessus, parce que souvent, il y a une petite confusion. En fait, le rescrit fiscal, donc c'est bien la procédure qui est faite et qui est facultative pour obtenir l'agrément. Donc ça, c'est le rescrit. Et le reçu fiscal, c'est le document que vous allez émettre obligatoirement à tous vos donateurs pour qu'ils puissent avoir droit à réduction d'impôt. C'est maintenant obligatoire. Vous devez forcément émettre le reçu à vos donateurs, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises. Ce n'était pas obligatoire pour les entreprises avant le 1er janvier, maintenant ça l'est. Vous devez forcément leur émettre le reçu pour qu'eux puissent déclarer le don auprès de l'administration fiscale et bénéficier de la réduction d'impôt dans le cadre de leur déclaration. Merci Mathilde pour la précision. Et maintenant, on va passer aux appels à projets privés. Tout à fait. Alors, les appels à projets privés, ce qu'on appelle ici appel à projets privés, c'est une ressource auquel on pense peut-être moins spontanément, mais pour autant qui n'est pas à négliger et qui peut permettre de vous offrir de belles opportunités. En fait, ce sont les appels à projets qui vont être lancés par des organismes sans but lucratif pour soutenir d'autres organismes sans but lucratif. Et donc, on va avoir notamment beaucoup de fondations qui ne vont pas en fait exercer d'activités d'intérêt général en tant que telles, mais qui vont avoir pour mission de collecter des dons et de les reverser notamment à des associations bénéficiaires. Et donc en fait, tout l'enjeu en fait est d'identifier, de trouver ces sources de financement. Tout type d'organisme sans but lucratif peut en bénéficier. Donc vous aujourd'hui, en majorité d'associations, vous avez la capacité juridique de recevoir ce type de financement. Il y a certaines conditions à respecter et la plus importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une concordance d'objets entre l'objet de l'organisme, de la fondation ou de l'organisme financeur et l'objet de l'association bénéficiaire. Donc, on va le voir juste après, il y a des financeurs généralistes, d'autres plus spécialistes, mais en fait, si par exemple, vous êtes une association qui œuvrait dans le secteur culturel, il faut que la fondation ou l'organisme qui va vous financer œuvre lui aussi dans le secteur culturel. Donc, c'est vraiment le respect de la concordance d'objets entre le financeur et le financé. Sur ce flux précisément, il n'y a pas de nouvelle réduction d'impôt, puisqu'en fait, la réduction d'impôt, elle s'est faite en amont entre les donateurs et la fondation qui a réceptionné les fonds. Mais là, entre organismes sans but lucratif, il n'y a pas de nouvelle réduction d'impôt. On ne va pas défiscaliser 2 fois le même flux. Et en plus, la fondation qui reverse, elle ne paye pas d'impôt normalement, donc ça n'a pas de sens d'appliquer une nouvelle réduction d'impôt là-dessus. Et il faut toujours que les fonds soient utilisés conformément à l'objet d'intérêt général de l'association qui reçoit le financement. Et parfois, la fondation ou l'organisme qui va vous financer va affecter ce financement à un objet ou un projet particulier. Dans ce cas-là, il faut respecter la volonté du financeur et vous devez utiliser les fonds pour réaliser ce projet identifié ou réaliser un investissement identifié par le financeur. Ce sont les conditions auxquelles le financement va être réalisé. L'avantage, donc, c'est que ça vous permet, voilà, c'est une nouvelle source de financement qui n'est pas forcément connue de toutes les associations. Ça vous permet de créer des synergies aussi avec les fondations qui peuvent vous financer, parce que si vous trouvez une fondation qui a un objet concordant avec le vôtre, elle peut vous financer une année, puis ça peut aussi être récurrent dans le temps. Donc, voilà, c'est des partenariats qui peuvent être vertueux dans la durée. Vous pouvez aussi bénéficier de la réputation de l'organisme financeur, parce que vous allez être mis en avant notamment dans son rapport d'activité. Voilà, ça va permettre aussi peut-être de vous faire connaître auprès d'autres potentiels financeurs. Et puis, ça vous permet aussi de professionnaliser votre association. On montre que en remplissant ce dossier de demande de financement, il y a tout un tas en général, tout un dossier à constituer. Et donc, ça montre que vous êtes apte à monter ce dossier, à réceptionner ces fonds. Donc, voilà, ça montre que l'association se professionnalise aussi.
Merci. Du coup, on vous a proposé un premier outil ici qui est une cartographie d'appel à projet qu'on essaie de vous catégoriser en fonction de 2 critères. Effectivement, donc les appels à projets donc privés, effectivement, là on voit qu'on en a un certain nombre en bas du graphe. Et entre généraliste et spécifique, typiquement, tout ce qui est la Fondation de France, la France Engage va vraiment avoir des appels à projets qui vont s'adresser à un très grand nombre d'associations et puis d'une grande variété de sujets. À l'inverse, par exemple, la Fondation Décathlon va proposer des appels à projets très liés à leur mission, qui est le sport accessible à tous. Et donc, du coup, automatiquement, si votre association n'a rien à voir avec ce domaine-là, ça va être plus difficile d'aller chercher des fonds auprès de cette fondation. À noter aussi quelques plateformes gouvernementales, et notamment appelaprojet.org, qui se veut regrouper un maximum de ces appels à projets publics là, pour pouvoir vous aider et faciliter la recherche. Donc, bien entendu, vous retrouverez l'ensemble de ces plateformes directement sur le support par mail à la fin de la présentation. Du coup, quelles sont les bonnes pratiques que l'on pourrait avoir là-dessus, Mathilde? Oui, alors les bonnes pratiques. Alors la première difficulté, c'est d'identifier les organismes redistributeurs qui sont compatibles avec votre objet. Alors le problème, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas un endroit centralisé où on peut tous les retrouver. Donc ça nécessite un travail un peu de veille, de recherche, de réseautage pour identifier les structures qui seraient susceptibles de vous soutenir. Donc, voilà, c'est un premier travail de recherche. Ensuite, la bonne pratique, c'est vraiment d'apporter le plus grand soin à l'élaboration des dossiers de candidature. En général, les structures qui financent demandent beaucoup d'informations, notamment financières, rapports d'activité. Donc voilà, c'est vraiment de bien travailler les candidatures. Et éventuellement, si vous avez les fonds nécessaires et pas forcément les ressources humaines en interne, c'est de faire appel de façon ponctuelle à un fundraiser pour vous aider à travailler ces candidatures. Étant précisé que alors, les dossiers ne sont pas uniformes, mais au fur et à mesure, certaines informations et certains documents que vous allez pouvoir formaliser dans le cadre des dossiers de candidature, vous allez pouvoir les réutiliser pour d'autres candidatures. Donc, souvent, c'est le premier qui est le plus pénible et le plus long à élaborer, mais c'est un bon investissement puisque c'est quelque chose dont vous pourrez éventuellement vous resservir pour la suite. Ok, merci Mathilde. Du coup, on va passer aux subventions publiques. Oui, alors là, les subventions publiques, pareil, je pense que c'est un type de financement que vous connaissez tous. Donc, ce sont les financements qui sont proposés donc, par les personnes publiques, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc. Donc, c'est de l'argent qui émane d'une personne publique. Alors, toutes les associations, fédérations, fondations ont la possibilité de bénéficier de subventions publiques. Les seuls organismes sans but lucratif qui n'ont pas cette capacité, ce sont les fonds de dotation. Mais a priori, il n'y a pas de fonds de dotation parmi nous aujourd'hui, ou alors en tout cas, ils ne se sont pas manifestés dans le sondage. Mais voilà, c'est à retenir, c'est une spécificité du fonds de dotation. Les conditions pour pouvoir recevoir des subventions publiques, alors il y en a un certain nombre. Alors ça dépend effectivement de ce qui est demandé par la collectivité ou le financeur public, mais on peut vous demander de remplir un CERFA, donc on vous a mis le lien, vous l'aurez dans le cadre de la présentation, donc qui est une sorte de dossier à remplir avec tout un tas d'informations, un petit peu comme ce qu'on a vu pour les appels à projets privés. Peut y avoir des conditions spécifiques qui vont être posées par le financeur public. Donc, le financeur public peut avoir certaines exigences pour vous octroyer la subvention. Ça peut être des conditions d'utilisation précises. Ça peut être de rendre compte de façon régulière, voilà, de tenir au courant en fait le financeur public de la façon dont a été utilisé le financement. Donc voilà, c'est des conditions spécifiques qui peuvent se matérialiser dans le cadre d'une convention qui est conclue entre le financeur public et l'association bénéficiaire. Et alors ça, c'est une nouveauté aussi du début d'année, c'est que toutes les associations qui reçoivent des subventions publiques doivent conclure, doivent adhérer à un contrat d'engagement républicain, donc doivent s'engager
à respecter un certain nombre de valeurs liées, voilà, un certain nombre de valeurs. Et donc, c'est un contrat standard qui est prévu par décret. Et l'association doit s'engager à le faire respecter, notamment par ses dirigeants et ses salariés. Donc voilà, c'est des grands principes que doivent respecter les associations. Et si elles n'adhèrent pas à ce contrat d'engagement républicain, elles ne pourront pas recevoir de subventions. Les subventions publiques ne sont pas imposées, évidemment, si l'association est bien non lucrative et si la subvention est bien affectée à des activités non imposables, ce qui est le cas dans la très grande majorité des situations. Ok, donc 3 bonnes pratiques par rapport à ça. La première, c'est alors déjà d'aller voir les sites internet des différentes instances publiques. Alors, je pense surtout au site de votre commune, tout simplement. Allez voir votre mairie. Si votre association a une aura un peu plus large que le périmètre de la commune, donc ça peut être départemental, régional, national, vous pouvez aller voir aussi les conseils régionaux, départementaux, pour voir effectivement s'il y a des subventions qui peuvent être accordées dans le cadre de votre mission. Un autre conseil qu'on peut vous donner là-dessus aussi, c'est regarder comment font les autres associations qui sont du même secteur que vous, dans les mêmes types d'objets. Et notamment, vous pouvez les rencontrer, par exemple, dans des maisons des associations où, généralement, vous connaissez. Donc, regardez comment eux font aussi et quelles sont les différentes bonnes pratiques qu'ils pourraient avoir et vous partager. La deuxième chose, c'est de mettre en place des outils de gestion. Notamment, ça permet de justifier les coûts de projet et ça me permet surtout de mesurer l'impact de l'utilisation de la subvention. Donc, un outil de gestion, il y a plein, peut en être un, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir utiliser, par exemple, un système comptable qui va vous permettre, avec la partie analytique, de pouvoir justifier effectivement et associer toutes les dépenses et revenus directement à ce projet-là. Et enfin, de suivre l'utilisation de ces subventions pour chaque projet de manière distincte. Donc là, encore une fois, la compta analytique va vous aider là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre derrière de pouvoir justifier les dépenses et donc de pouvoir, quand vous allez redemander une subvention l'année d'après, de pouvoir dire voilà, comment a été utilisée la subvention de l'année précédente et comment est-ce que vous avez utilisé la prochaine subvention. Ici, vous retrouvez un petit lien sur les appels à projets de l'État, qui vous permettront derrière de pouvoir en trouver pour vous. Du coup, on arrive à notre second sondage. Donc, quels sont les types de financement que vous sollicitez le plus? Donc, n'hésitez pas à y répondre là, pour qu'on puisse voir un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui vous structurez vos associations. En attendant, on va continuer avec les ressources internes à l'association. Donc là, pour le coup, donc ce sont des associations, des ressources qui vont concerner directement l'activité de votre association. Donc, on va rester sur 3 grands domaines. Toute la partie cotisation, donc tout ce qui est gestion des membres et des adhésions. La partie activité qui va regrouper toute la partie, finalement, vente de services événementiels. Et enfin, la partie patrimoine. Donc, on va commencer par les cotisations, Mathilde. Oui, merci Laurent. Alors, les cotisations, vous connaissez, vous êtes certainement très familier de la notion aussi. Donc, c'est une somme d'argent qui va être versée par les membres d'une association pour participer à son fonctionnement. Alors, on ne l'a pas mis au titre des idées reçues, mais une association n'est pas obligée de mettre en place un système de cotisation. Toutefois, elle peut le faire et c'est un avantage pour elle parce que c'est vraiment une source pérenne de financement, parce que plus une association a de membres, si elle a mis en place un système de cotisation, ça va lui assurer des ressources périodiques, régulières. Et en fait, la loi, ce qui est super, ce qui est génial avec la loi de 1901 sur le contrat d'association, c'est qu'en fait, elle laisse beaucoup de liberté aux fondateurs pour organiser le fonctionnement de son association. Et donc, on peut vraiment, notamment, organiser le système des cotisations comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut moduler en fonction des catégories de membres. On peut dispenser une certaine catégorie de membres du paiement de la cotisation. Donc, c'est vraiment toute liberté. On peut vraiment s'organiser comme on veut. Le conseil, c'est de ne pas être… alors,
ce qu'il faut, c'est qu'il faut que le principe de la cotisation soit prévu par les statuts, donc que ce soit une ressource qui soit autorisée par les statuts. En revanche, ce que je vous déconseille, c'est de fixer dans les statuts le montant de la cotisation, sinon vous allez être bloqué, vous devrez modifier vos statuts dès que vous voulez faire évoluer le montant de la cotisation. Donc, c'est vraiment de prévoir le principe, mais ensuite de laisser les organes de gouvernance moduler, comme ils le souhaitent, le montant et les barèmes de cotisation. Les structures qui peuvent bénéficier des cotisations, ce sont les associations et les fédérations. En revanche, une fondation ou un fonds de dotation n'a pas de membres. Ils ont des organes de gouvernance qui sont composés d'administrateurs, de personnes qui sont en charge de l'administration, mais il n'y a pas d'adhésion. Et donc, pour ces structures, il n'y a pas de cotisation possible. C'est vraiment c'est l'association qui est un groupement de personnes, c'est des personnes qui se mettent ensemble pour réaliser un objet, et souvent un objet d'intérêt général, alors que les fondations et les fonds de dotation, ce sont des moyens qui sont donnés à un organisme pour lui permettre de réaliser un objet. Donc, c'est vraiment une ressource auxquelles peuvent prétendre les associations. Et petite précision, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est lors de la première adhésion, dans la première année, c'est de prévoir un droit d'entrée qui n'est payé que lors de la première adhésion, qui peut être supérieur au montant de la cotisation. Et ensuite, pour les années suivantes, une cotisation qui sera déclinée sur les années. Voilà. Ok. Du coup, sur le même principe, 3 bonnes pratiques qu'on vous propose. C'est d'anticiper un maximum les appels à cotisation, de prévoir quand est-ce que vous allez faire les appels, de savoir quand est-ce que vous allez envoyer ces appels, comment est-ce que vous allez construire votre modèle aussi de cotisation, quels sont les tarifs, quels sont les services qui vont être associés. Il faut aujourd'hui prévoir que les gens s'attendent à avoir un service en face d'une cotisation. C'est terminé un peu, c'est pas complètement terminé, mais disons qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont cotiser juste parce que c'est une habitude et qu'ils soutiennent juste l'association de ce type-là. Ça existe encore, mais c'est vrai que la plupart des gens qui adhèrent maintenant à une association souhaitent avoir un service en face. Alors, qu'est-ce que c'est que ça peut être ces services? Ça peut être des événements que vous allez organiser, une communauté, ils vont retrouver des gens, leur laisser la possibilité effectivement de parler entre eux, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement ou de pouvoir les responsabiliser sur certaines activités, voilà. Donc après, tout ce que vous pourriez imaginer, mais n'hésitez pas à dire à quoi ça donne droit quelque part cette cotisation. La deuxième bonne pratique, c'est de pouvoir les collecter directement en ligne sur le compte bancaire de l'association. Ça paraît évident, mais effectivement, et notamment grâce au paiement en ligne, le troisième point, qui est en fait, comment est-ce que vous allez faciliter finalement cette collecte d'adhésion. Donc, faire un formulaire en ligne où les gens vont pouvoir s'inscrire, payer directement, renseigner toutes leurs informations et payer, que ça arrive directement sur votre compte bancaire, ça permet de sécuriser le paiement. Ça permet d'attirer aussi d'autres communautés comme les jeunes, typiquement aujourd'hui. Ils n'ont pas de chéquier pour la plupart. Donc, télécharger un PDF et l'imprimer, puis derrière faire un chèque, l'envoyer par la poste, ce n'est pas dans leur pratique, ce n'est pas dans leur manière de fonctionner. Donc, aujourd'hui, si on veut attirer de nouvelles populations, le fait de proposer des outils en ligne permet de les attirer, de les fidéliser aussi dans le temps, parce que ça donne une image moderne de votre association. Il faut penser aussi à quelle image vous allez renvoyer vis-à-vis de vos adhérents. Alors concrètement, Camille, elle a lu un article que je vous invite à consulter aussi derrière pour justement collecter plus facilement ses adhésions pour son club de foot. Donc, elle a adopté le paiement en ligne, mais elle a aussi permis l'automatisation de renouvellement, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'une adhésion va arriver à son terme, automatiquement, des mails vont être envoyés à la personne qui a son adhésion qui arrive en fin de validité pour qu'elle puisse réadhérer directement en ligne. Ce qui permet aussi de renforcer le lien avec ses membres parce que ça va lui dégager aussi du temps à côté pour organiser d'autres choses où finalement elle va passer du temps sur des choses qui ont plus de valeur que de juste faire des rappels.
Maintenant, on va passer sur toute la partie. Laurent, excuse-moi, une toute petite précision, excuse-moi, sur les cotisations. Ce que vous disiez, Laurent, tout à l'heure, effectivement, c'est que la cotisation, ça peut ouvrir droit à certains services et certaines contreparties pour les membres. Et donc, dans ce cas-là, il faut les mettre en avant pour voilà, attirer des adhérents. Mais ça arrive aussi que dans certains cas, la cotisation n'ouvre droit à aucune autre contrepartie que celle d'être membre de l'association et de participer à l'Assemblée générale, voire au conseil d'administration dans certains cas. Et dans ce cas-là, quand il n'y a aucune contrepartie qui est donnée, ce qu'il est important de savoir, c'est que si vous êtes d'intérêt général, le montant de la cotisation va être considéré fiscalement comme un don. Et en fait, votre adhérent va avoir droit à une réduction d'impôt au même titre que les dons qu'on a vus en tout début de présentation. Et donc, ça peut faire partie aussi des ressources qui ouvrent droit à réduction d'impôt si la cotisation n'offre pas pour l'adhérent des contreparties de services ou des contreparties matérielles. Voilà, petite précision. Oui, effectivement, on a ça avec souvent des associations humanitaires, la Soyapla, qui vont permettre effectivement de pouvoir générer un reçu fiscal à chaque adhésion. Et merci pour la précision, Mathilde. Du coup, je te laisse enchaîner avec les événements et les ventes de produits. Oui, alors là, c'était pour faire le lien avec l'idée reçue qu'on a vue tout à l'heure. En fait, quand vous êtes une association, votre activité principale, elle est, dans la plupart des cas, votre activité principale est non lucrative, vous êtes d'intérêt général. Pour autant, vous avez le droit de développer des activités accessoires de nature commerciale. Et donc, on va parler là de recettes qui vont être tirées, par exemple, de la vente d'objets ou de la vente de services, l'organisation de certains événements, des formations, des soirées de gala, voilà, tout ce panel d'activités qui va vous permettre d'accroître les ressources propres de l'association. Alors, tout type d'organisme sans but lucratif peut bénéficier de ce type de ressources à la condition que ce soit bien prévu dans les statuts. Là, pour le coup, il faut vraiment le prévoir dans les statuts parce qu'une association n'a pas le droit d'exercer des activités commerciales si ce n'est pas prévu dans ses statuts. Sinon, elle commet un délit de paracommercialisme qui est sanctionné par une amende. Donc, il faut bien qu'en fait que ces activités commerciales et lucratives restent vraiment accessoires. L'administration fiscale nous dit que l'activité non lucrative doit rester significativement prépondérante. Alors souvent, on me demande c'est quoi le barème. Il n'y en a pas, hein, c'est pas du 60-40. On regarde vraiment tout le fonctionnement global de la structure pour voir non seulement les recettes qui sont tirées des différentes activités, mais également les moyens, notamment les moyens humains qui sont affectés à ces différentes activités. Donc, c'est vraiment une technique du faisceau d'indices, mais il faut que ça reste vraiment accessoire. Ça permet, ça offre un certain nombre d'avantages, à condition que ce soit évidemment fait de façon sécurisée. Ça permet de diversifier les activités de l'association et d'accroître les ressources propres. Et donc là, on ne compte entre guillemets que sur soi et pas sur des financements externes puisque ce sont les ressources des activités. Ça permet aussi de gagner en visibilité, notamment si vous vendez des objets, si vous organisez des événements, ça permet de créer des rencontres. Donc voilà, ça peut créer un certain nombre d'émulations autour de l'association. Et la particularité aussi, c'est que si vous organisez des événements pour lever des fonds et que vous faites payer l'entrée, par exemple, vous allez être exonéré d'impôts sur les 6 premières manifestations par an que vous organisez. Donc, 6 manifestations, c'est quand même, voilà, faut déjà les organiser, c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, il faut savoir que vous bénéficiez d'une fiscalité tout à fait attractive pour organiser ces manifestations. Si vous organisez, du coup, si vous tirez des recettes commerciales et que ces recettes commerciales restent accessoires, vous n'allez pas payer d'impôts jusqu'à 73 518 € de recettes commerciales. Donc, pareil, c'est quand même un montant important, c'est le montant de la franchise des impôts commerciaux. Si vous dépassez ce montant, c'est pas dramatique non plus. Ce qu'il faut simplement faire, c'est qu'il faut créer un secteur lucratif, fiscal et comptable. Et donc, il faut isoler dans une poche comptable l'activité commerciale pour ne pas contaminer l'ensemble de votre organisme. Sinon, on va considérer que l'ensemble de votre organisme est lucratif et donc vous serez taxé sur l'ensemble des ressources qui seront perçues par l'organisme. Donc, ça nécessite une certaine vigilance et une certaine organisation, mais c'est possible. Merci Mathilde. Du coup, 3 bonnes pratiques. Alors, pour les événements,
nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous fixer des objectifs. Hein. Donc, il faut retravailler le format de l'événement. Comment est-ce que vous allez le faire? Quelle est la meilleure façon de l'organiser? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Quelles sont les informations qu'il vous faut? Quelles sont les fournitures qu'il vous faut? Donc, établissez un rétro-planning, faites-vous un budget. Toutes ces petites choses mises à bout vont vous permettre aussi de limiter les dépenses inutiles et surtout les imprévus. Hein. Donc, plus vous allez anticiper, mieux, a priori, votre événement va se passer. La deuxième chose, c'est vraiment de pouvoir du coup communiquer sur cet événement. Comment est-ce que vous allez inviter les personnes à venir sur l'événement? Comment est-ce qu'ils vont s'inscrire? Comment est-ce qu'ils vont payer? Hein, donc, réfléchissez à tout ça. Et puis, surtout, à la fin de l'événement, pensez à bien dresser un bilan. Encore une fois, comme pour les dons, n'oubliez pas de remercier. Hein, c'est important de toujours avoir un contact avec votre communauté, de les remercier quand vous les invitez, quand ils donnent aussi de leur temps, les bénévoles, ne les oubliez pas non plus. Quand vous faites un événement, ça peut être bien de les remercier en leur donnant, je ne sais pas, s'il reste des goodies, s'il reste des choses, à ce qu'ils repartent avec un petit quelque chose parce qu'ils ont donné de leur temps. Donc, remercier non seulement vos participants, mais également vos bénévoles. Donc là, on a un petit peu en retard, donc je ne vais pas inciter sur la boîte à outils de Camille, mais en l'occurrence, je vous invite à regarder un article ici qu'on a écrit pour vous, là, pour booster des ventes de billets d'événements. 3 bonnes pratiques aussi pour la boutique en ligne, hein, l'objet vente d'objets. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de profiter du digital pour créer une boutique en ligne qui soit accessible sur les téléphones, les ordinateurs, avec du paiement en ligne, ce qui permet derrière de pouvoir déjà, promouvoir facilement cette boutique. Hein. Aujourd'hui, ça a quand même des coûts qui sont assez dérisoires et qui vous permettent derrière de gagner du temps en permettant l'automatisation des emails, de confirmation, de la facture. Dès que les gens achètent, automatiquement, ça va générer l'écriture comptable. Donc, ça va vous faire gagner du temps aussi, notamment à votre trésorerie qui vous remerciera. Et n'hésitez pas à communiquer sur tous les canaux disponibles pour votre association. Je pense bien entendu aux mails, mais aussi aux réseaux sociaux. Et utiliser aussi, pourquoi pas, derrière des flyers ou des affiches, donc en fonction de là où vous êtes, de votre activité, puis de votre zone d'influence. Idem, on vous a écrit un petit article là-dessus pour la manière de pouvoir organiser une vente en ligne pour son association en créant facilement une boutique en ligne et avec quelques modèles pour s'inspirer. Enfin, on va terminer avec le patrimoine, Mathilde. Ouais, là, je vais passer rapidement parce qu'on commence à se poser des questions. Enfin, ce sont des bons problèmes quand on a des problèmes pour gérer son patrimoine. En fait, si vous avez des excédents, enfin énormément de trésorerie, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'association, vous avez le droit de faire des placements financiers. Également, jusqu'en 2014, une association n'avait pas le droit d'avoir d'immeuble de rapport, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'immeuble pour le louer, pour se faire un complément de revenu. Maintenant, elle peut. Alors, l'association n'a pas le droit d'acheter un immeuble pour cette activité, mais si elle reçoit un immeuble, notamment dans le cadre d'une donation ou d'un legs, elle a le droit de le conserver et de le garder en tant qu'immeuble de rapport. Les associations reconnues d'utilité publique avaient déjà cette possibilité, mais depuis 2014, même les associations simplement déclarées le peuvent. Et puis, certaines associations développent des marques, tout un patrimoine immatériel. Donc, ça aussi, ce sont des pistes éventuellement à explorer pour consolider les ressources de l'association, mais on ne va pas s'étendre plus sur le sujet. Ouais. Tu as raison. Alors, du coup, Mathilde, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces leviers? Alors, en fait, là, peut-être la première chose à faire, si on reprend un petit peu, enfin, là, ça a été, on a vu pas mal de notions, donc peut-être voir en fonction du type de structure que vous êtes, quelles sont les ressources auxquelles vous avez droit. Bon, majoritairement, en tant qu'association, vous avez le droit à peu près vous avez le droit à toutes les ressources qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc ça, la loi vous le permet. Maintenant, on va regarder dans vos statuts. Est-ce que vos statuts ne sont pas plus contraignants que la loi? Et est-ce que si vous voulez notamment développer des activités commerciales, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bien prévu par vos statuts? Ensuite,
c'est de bien clarifier vos objectifs, vos besoins. En disant ça, par exemple, c'est vrai que la possibilité de développer des activités commerciales accessoires, c'est possible, mais est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que ça ne va pas dévoyer l'ADN de votre projet? Enfin, voilà, c'est des questions vraiment qui vont se poser sur la stratégie plus à long terme de l'association. Ensuite, il y a tout un travail peut-être de recensement des financeurs potentiels, que ce soit les collectivités territoriales, les autres associations, les autres organismes sans but lucratif et notamment les fondations. Donc, tout un travail de recensement à effectuer et à prendre contact avec ces interlocuteurs, voilà, pour essayer de montrer des dossiers, de ne pas hésiter à toquer à certaines portes pour voir s'il y aurait des financements possibles. Et enfin, une bonne pratique qu'on peut vous proposer, c'est de désigner au sein de votre structure une personne qui sera responsable de cette activité. Donc, par exemple, ça peut être le trésorier. Comme ça, il y a une personne qui est responsable et qui va mettre en œuvre un programme pour récolter des fonds. On parlait tout à l'heure d'un fundraiser. J'ai vu que la question avait été posée. En fait, c'est un responsable de la levée de fonds. On n'a pas forcément les moyens en tant qu'association de faire appel à un professionnel extérieur, mais ça peut être quelqu'un au sein de la gouvernance qui va être en charge de cette mission en particulier pour constituer les dossiers et prendre attache avec les financeurs potentiels. Oui, effectivement, on a pas mal de questions. On va y revenir juste après, ne vous inquiétez pas. On a quasiment terminé. On va terminer sur une notion du digital parce qu'on vous en a beaucoup parlé lors de cette présentation. Pourquoi? Parce qu'on y croit beaucoup et on y voit beaucoup d'avantages. Alors, pour les associations qui sont déjà passées, pourront témoigner aussi. N'hésitez pas à partager ça sur le chat avec les bonnes pratiques que vous avez vis-à-vis des autres associations. Mais nous, les avantages qu'on y voit vraiment, c'est de s'outiller pour… la première chose, c'est gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous allez, encore une fois, déléguer une partie d'activité directement à votre communauté. Donc, c'est autant de temps de saisie en moins, de rapprochement bancaire en moins, etc. Ça va être beaucoup plus efficace. Ça va vous permettre de générer vos documents automatiquement, envoyer vos mails. Ça va vous permettre de mesurer l'impact que vous allez avoir parce que vous allez pouvoir mesurer finalement les visites, vous allez pouvoir mesurer les inscriptions plus facilement. Vous allez avoir une idée quantitative de qu'est-ce que ça va générer et surtout, vous allez pouvoir vous faire des bilans derrière. Ça va vous permettre aussi de gagner en visibilité, le fait d'avoir un site web, de partager des choses sur le digital, automatiquement, c'est plus facile à partager sur les réseaux sociaux, par mail ou autre. Et donc, du coup, automatiquement, vous allez être plus présent et du coup, véhiculer une image moderne pour votre association. Ça va vous attirer un plus large public. Ça va vous donner une image où on a envie de venir vers vous. Ça va rendre votre association plus désirable, quelque part. On va terminer du coup avec un dernier sondage. Donc, quelle nouvelle source de revenus que vous n'ayez pas, eh bien, vous souhaiteriez éventuellement développer. Donc, on va publier ça. Et puis, on voit aussi qu'il y a, donc sur le sondage précédent, la majorité d'entre vous, là, à peu près la moitié, demande des subventions publiques. Il y a à peu près égalité après une vingtaine de pourcents, les appels à projets et les appels aux dons. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques autres aussi avec du mécénat notamment qui était utilisé par certaines associations. On pourra refaire un petit récap par la suite. Voilà, donc le webinaire est terminé. Je vais vous proposer de passer aux questions-réponses. Donc, je vais voir si toutes les questions ont été déjà répondues ou pas. Donc, je vois une question de Magali. Donc, la vente, t-shirt, sac, DVD pour une asso de danse, est-elle possible avec cette ligne dans les statuts? Alors, ah oui, donc c'est précis. Toute autre ressource et subvention qui ne serait pas contraire aux lois en vigueur. Mathilde, est-ce que tu peux éventuellement répondre à cette question directe ou c'est peut-être trop précis? Non, en fait, je parlais tout à l'heure du paracommercialisme. En fait, une association, elle doit prévoir dans ses statuts qu'elle va vendre des services ou des produits si elle le fait de façon effective.
Et donc, il faut voir si au-delà de l'article sur les ressources, est-ce que par exemple dans l'objet, c'est prévu parce que sinon, moi, là, en l'état actuel, s'il n'y a que cette phrase, c'est pas assez précis parce que c'est trop vague. On ne voit pas du tout la notion de vente de prestation de services ou de prestation de services ou d'objets, pardon. Alors après, il ne faut pas non plus être tétanisé dès qu'on fait quelque chose. Peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine refonte statutaire, vous pourrez modifier vos statuts pour le faire apparaître clairement. Si ça reste quelque chose de très minime et vraiment de très accessoire, le risque est limité. Si c'est quelque chose qui est fait vraiment de façon récurrente et habituelle, ça peut valoir le coup de modifier les statuts pour vraiment le faire apparaître sans ambiguïté. Après, si vous modifiez vos statuts, il ne faut pas le modifier juste pour cet objet, il faut voir s'il y a d'autres dispositions statutaires qui méritent d'être harmonisées ou modifiées du fait de la modification des statuts. Parfait, merci Mathilde. Alors du coup, je vois une autre question. Activité commerciale de l'association facturée avec TVA. Alors, les activités, en fait, ça va dépendre si on se place ou pas dans le seuil de la franchise. Si on n'est pas si on reste dans le seuil de la franchise d'impôt, il n'y a pas d'imposition. Les recettes sont exonérées. Ok, merci. Des dons venant de l'étranger peuvent être défiscalisés. Alors, en fait, le système de défiscalisation et le système qui est prévu par le Code général des impôts, il va s'appliquer aux résidents fiscaux français, donc les personnes physiques ou les entreprises qui payent leurs impôts en France. Le système n'est pas forcément équivalent dans les autres pays. Toutefois, il y a un principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne et donc un donateur qui est résident fiscal dans un pays de l'Union européenne peut faire un don à une association française et il bénéficiera de la réduction d'impôt, mais celle qui est prévue dans son état d'origine et sous réserve que l'objet de l'association française corresponde à la notion d'intérêt général dans son état d'origine. Ok, merci. Je vois une question de Tristan. D'ailleurs, je lui passe bonjour là, de la Fédération française des jeux vidéo qui dit: notre fédération est présente sur 2 secteurs, sportifs et culturels. Au niveau fonds de dotation, comment trouver l'organisme le plus adéquat? Est-ce que je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme question. Alors, peut-être que, je ne sais pas si c'était ça la question, mais c'est de savoir quel est l'organisme le plus pertinent pour porter l'activité. Je ne sais pas, si, sur la pertinence de créer un fonds de dotation. Après, c'est compliqué, il faut toujours évidemment voir au cas par cas, mais une association ou une fédération a toujours la possibilité de créer un fonds de dotation pour lever d'autres sources. C'est une possibilité. Après, il faut voir. Là, c'est un petit peu vague. C'est un petit peu vague pour répondre dans l'absolu. Je ne suis pas sûre de comprendre parfaitement la question. Ouais, sinon, disons, est-ce que tu peux peut-être préciser dans le chat, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur ta question. Donc, je vois qu'il y a des questions sur les toolkits. Alors, c'est marrant de voir ces questions-là. Donc, j'y réponds quand même rapidement, mais là, je vois notre association de nombreux micro-dons via toolkits du Crédit Agricole sont dans l'obligation également de leur transmettre un reçu fiscal. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les toolkits, Mathilde. C'est une monnaie virtuelle émise par le Crédit Agricole où en fait à chaque achat sur les cartes de crédit, finalement ça permet de faire derrière des dons à des associations. En fait, c'est donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair. En gros, c'est une monnaie virtuelle où en gros derrière les personnes sont en mesure de reverser quelque part. Voilà, ça représente une certaine somme, donc ils appellent ça des toolkits et se transforment en argent selon les trébuchants dès qu'ils le font un don à une association. D'accord. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un reçu fiscal sur une monnaie virtuelle derrière qui se transforme en argent en véritable euro derrière? Mais du coup, l'argent concret, l'argent réel vient de qui à qui?
C'est une bonne question. Je sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste du système des toolkits. Je connais le mode de fonctionnement classique, mais je ne sais pas si c'est véritablement la personne qui fait le don ou si c'est le Crédit Agricole. Mais je pense que c'est la personne qui a dû collecter cette somme via le Crédit Agricole. Voilà. S'il y a bien, à partir du moment où il y a un transfert d'argent d'une personne à l'autre et que ça respecte bien les conditions de l'intérêt général, etc., dans l'absolu, pourquoi pas. Donc, il faut regarder peut-être un petit peu plus précisément. Après, c'est vrai que pour les micro-dons, il y a beaucoup de micro-dons où on ne va pas émettre de reçus fiscaux, par exemple sur les arrondis en caisse, ce genre de choses, où on n'émet pas de reçus fiscaux parce que c'est pas possible de les tracer et puis ça fait des sommes. En fait, c'est assez neutre pour le donateur, mais c'est important pour la structure bénéficiaire. Mais donc, à creuser, Ok, merci Mathilde. Alors, je vois une autre question donc, de Nathalie. Yapla est-il adapté à la mise en place d'une billetterie en ligne pour un festival? Dans cet usage, quel est le coût par billet? Alors oui, on a effectivement des festivals qui utilisent Yapla pour la mise en place de festivals. Donc, quel est le coût par billet? En fait, sur nos premiers forfaits, c'est gratuit. Donc, on a un modèle où en fait, on est donc quand c'est juste de la collecte par carte bancaire, on a un premier forfait qui s'appelle le forfait décollage qui vous permet de collecter gratuitement. Et en fait, on va demander une contribution volontaire à la personne qui va faire le paiement pour financer ce modèle gratuit. Mais pour vous, en tant qu'association, c'est 100% gratuit. Dans les autres forfaits que nous avons, donc des forfaits de gestion, là, pour le coup, on peut avoir un coût de 1,9% par transaction. N'hésitez pas à aller voir la page tarif sur le site Yapla pour en savoir un peu plus. L'application Yapla prévoit-elle des appels à fonds participatifs? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre si c'est appel à fonds participatifs, est-ce que c'est du crowdfunding? Alors, on ne fait pas véritablement du vrai crowdfunding, dans le sens où on ne demande pas de contrepartie sur nos campagnes de dons. Par contre, vous avez la possibilité d'interpeller, de faire des dons, donc de communiquer sur ces appels de fonds. Et on a aussi une fonctionnalité qui est moins utilisée en France, ce qu'on appelle du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on peut organiser des événements et créer des équipes qui vont elles-mêmes aller collecter des dons pour soutenir souvent une cause. Donc, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. N'hésitez pas à préciser si besoin, Philippe. Donc, j'ai fondé une asso qui a pour but non lucratif d'aider les personnes en difficulté en créant et gérant un parc immobilier social, et les excédents de loyer serviront à financer des projets d'autres assos. Le problème, les impôts répondaient que le but n'était pas d'objet fondé. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Donc, vous avez créé, Emilien, une association sans but lucratif qui permet d'aider les personnes en difficulté, mais via l'existence d'un parc immobilier. Donc, en gros, si je comprends bien, vous cherchez à mettre… donc, Mathilde, je pense que c'est… Je ne sais pas si toi, tu arrives à bien comprendre la question. En gros, il gère un parc locatif. Les excédents de loyer aident finalement des personnes en difficulté. Donc, je pense que son problème, c'est que du coup, il n'est pas reconnu d'intérêt général du fait qu'il doit gérer son parc immobilier. C'est bien ça? En fait, je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est un problème qui est lié à une mauvaise compréhension du dossier par l'administration. Parce qu'en fait, à partir du moment où le but de l'association, c'est d'aider des personnes en difficulté, le fait de gérer le patrimoine immobilier pour se constituer des ressources, en fait, ça dépend. Là, on ne sait pas si l'association, elle a un but lucratif ou non. Présentée comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle en ait un. Alors après, l'administration a répondu a priori de façon négative, parce que dans l'absolu, c'est tout à fait possible de gérer un parc immobilier quand on est une association. Après, c'est la façon dont on utilise ses revenus, la façon dont est gérée l'association de façon désintéressée. Donc, après, est-ce qu'il y a une activité commerciale ou lucrative qui est prépondérante, qui aurait empêché la reconnaissance du caractère d'intérêt général de l'association? Ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment des questions un peu…
très précises, mais n'hésitez pas effectivement peut-être à contacter Mathilde par la suite pour avoir des réponses plus précises. Donc, alors, je vois une question de Michael. Peut-on acheter des produits dans un pays européen et bénéficier de ne pas payer la TVA dans une association, généralement, on ne paye pas la TVA, donc on paye la TVA, on ne la récupère pas, il me semble. Donc, a priori, on ne pourra pas récupérer la TVA, donc, sauf si vous êtes, ou alors peut-être que vous avez une association avec un SIRET, parce que vous dépassez certains seuils. Donc, dans ces cas-là, c'est peut-être possible. Je ne sais pas si ça marche, ça peut marcher comme ça, Mathilde. En tout cas, l'association, ce n'est pas parce qu'elle ne paye pas d'impôts qu'elle va acheter tous ses produits et ses services hors taxe. Elle doit payer le même prix que n'importe quel acheteur. Donc après, il faut voir après, il y a des problématiques de TVA transfrontalière, d'achat de prestations de services transfrontalières avec des régimes qui peuvent être particuliers. Mais là, c'est pas lié au caractère d'association de l'acheteur, en tout cas. Et du coup, on s'éloigne de mon domaine de compétences, pour tout vous dire. Ouais, ok. Mais voilà. Désolé, on ne peut pas répondre plus que ça. Je vois une question sur comment est-ce qu'on peut contacter Mathilde. Vous avez ici, là, sur la slide, les mails sur lesquels vous pouvez nous contacter directement si jamais vous souhaitez avoir plus de détails. Est-ce que je vois d'autres questions? Donc là, on avait… Bonjour. Oui, tu avais vu une question peut-être, Mathilde? Ouais, non, mais vas-y, c'était une question de Catherine sur une entreprise qui souhaite donner des bâtiments modulaires pour faire une résidence sociale à une association qui est d'intérêt général. Et est-ce qu'il y aurait de la défiscalisation pour cette entreprise? La réponse est oui. Et en fait, le montant de la défiscalisation… En fait, l'entreprise l'entreprise, elle fait un don en nature. Du coup, le montant de la réduction d'impôt ne correspond pas à une somme qui est donnée en numéraire, ça dépend de la valeur du don en nature. Et cette valeur du don en nature, c'est à l'entreprise mécène de la déterminer. Donc, ce n'est pas vous, en tant qu'association, qui allez déterminer la valeur des bâtiments modulaires qui vous sont donnés, mais c'est l'entreprise qui va vous consentir à un don et qui va estimer et évaluer seule la valeur du don qu'elle fait selon des barèmes. Donc, c'est en fait, si elle vend d'habitude ce type de bâtiment, ça va être le coût de revient ou le coût de fabrication, mais il ne faut pas prendre en compte la marge qui aura été faite si elle vous l'avez vendu. Voilà. Ok, merci Mathilde. Et dans la suite, là, je voyais une réponse sur une microcrèche. Est-ce qu'une microcrèche est bien considérée comme organisme d'intérêt général pour pouvoir émettre des reçus fiscaux? Alors, je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais ça dépend. En fait, pour bien être d'intérêt général, il faut tout simplement entre guillemets, respecter les critères de l'intérêt général. Donc, il faut que la microcrèche soit gérée de façon désintéressée. Il ne faut pas qu'elle ait une activité lucrative. Donc, il ne faut pas qu'elle rentre en concurrence avec des opérateurs du secteur commercial qui peuvent faire une activité similaire. Donc, il y a des crèches privées faites par des entreprises. Donc, il faut bien vérifier que cette microcrèche réalise ses activités dans des conditions différentes de celles du secteur commercial, donc avec des prix préférentiels, en accueillant peut-être un type de public particulier. Donc, voilà, il y a tout un tas de critères à vérifier pour s'assurer que la microcrèche est bien d'intérêt général. Et le plus important, ça dépend de la forme juridique de cette microcrèche. Il faut bien qu'elle soit sous forme associative, évidemment, pour être d'intérêt général. Merci. Donc, j'en ai une autre là ici. Pour un club de football, peut-on se faire aider, par exemple, pour mettre en place et monter des dossiers de demande de subvention? Tu veux que je réponde à la question? Moi, je ne sais pas. Oui, en fait, tout type d'association peut se faire aider. Alors après, où se faire aider, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, soit c'est en interne, soit vous pouvez peut-être, la collectivité peut vous aider à monter le dossier de subvention. Voilà, faut vous rapprocher des personnes qui peuvent vous aider
Enfin, voilà. Ouais, peut-être des maisons, des associations aussi, ne pas hésiter à se rapprocher de tous les organismes qui aident les associations au quotidien là, pour ça et de manière bénévole. Donc, j'ai une demande en cours de demande de rescrit fiscal pour les associations ayant déjà fait une demande et qui ont reçu une réponse négative. Quel est le délai de réponse de la part de l'administration? Est-ce que tu as une idée? Ouais, alors de mémoire, le délai est de. Alors l'administration fiscale, je ne sais plus si c'est 4 ou 6 mois, je crois que c'est 6 mois pour donner sa réponse. Si elle ne donne pas de réponse dans le délai, le rescrit est réputé accordé. Donc, c'est important à savoir. Et ensuite, en cas de réponse négative, il y a un recours qui est possible. Voilà, l'association peut amender sa réponse. Alors, ce qui est très courant quand on fait une demande de rescrit fiscal et qu'on dépose un dossier, l'administration souvent va demander des documents et des précisions complémentaires en cours d'instruction du dossier. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'absence de réponse vaut acceptation. Et en cas de réponse négative, il y a une possibilité de faire appel et de déposer un nouveau recours. Merci Mathilde. Donc, j'ai une question, mais que je pense qu'on a répondu pas mal dans le webinaire. Quelles sont les démarches à faire pour être reconnu d'intérêt général? C'est par rapport au rescrit. Hein. Oui, en fait, pour être reconnu officiellement et avoir le blanc-seing de l'administration, il faut remplir un dossier auprès de l'administration fiscale et avoir du coup une réponse positive. Et sinon, sans faire cette démarche, on peut. L'objectif, c'est de suivre les critères le plus possible, sans forcément demander la reconnaissance officielle par l'administration fiscale. Merci. Une question de Gilles. Notre club existe depuis seulement 3 ans, mais nous ne connaissons pas tous les moyens nécessaires pour faire des demandes de subventions. Peut-on se faire aider par Yapla ou vos partenaires? C'est un peu le même principe que la question. Il y a des questions, c'est que on vous propose de vous rapprocher vraiment des structures locales, municipalités, maisons des associations, qui accompagnent véritablement pour faire ces démarches-là. Yapla, on est vraiment une plateforme pour vous aider dans la gestion. Donc là, tout ce qui va être attrait directement à la collecte en ligne, on va vous aider avec grand plaisir, ou sur le site web, etc. Sur les montages de dossiers de subvention, ce n'est pas notre métier. Donc vraiment, rapprochez-vous plutôt des maisons, des associations. À mon avis, c'est les mieux informés pour vous guider là-dessus. Je pense qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Je vois qu'on en a raté une ici. Comment obtient-on des toolkits de Marie-Pierre? Eh bien, donc ça, c'est via le Crédit Agricole. Hein, donc, il faut avoir une carte Crédit Agricole et ça ne marche que sur certaines caisses régionales du Crédit Agricole. Après, je vous invite à aller regarder directement en ligne pour en savoir un peu plus parce que je ne suis pas un spécialiste de ce système. Ici, je vois dans… Alors, je veux une question là de Marc. Les statuts sont ouvriers cadres, mais je ne la comprends pas, votre question, Marc. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser, à moins que tu comprends la question. Vous l'avez vu aussi, non? En absence d'agrément de l'administration fiscale, le donateur risque de voir sa déduction remise en cause a posteriori. En fait, c'est vraiment une croyance. En fait, le fait d'avoir, et ça fait lien avec une autre question que j'ai vue, alors je ne sais plus si c'était dans le chat ou dans les questions, je regardais tout à l'heure, de quel est l'intérêt de demander un rescrit fiscal. En fait, si vous êtes une association, que vous émettez des reçus fiscaux et qu'après l'administration vient vous contrôler et estime que finalement vous n'êtes pas d'intérêt général, la réduction d'impôt, elle sera remise en cause, mais dans certaines conditions seulement, et notamment si on arrive à prouver que vous et votre donateur n'étaient pas de bonne foi. Donc, ça laisse quand même une marge d'interprétation. Et ensuite, sur l'intérêt… Alors, c'est sûr que c'est plus sécurisant de donner à une association qu'à un rescrit fiscal parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Pour autant, un rescrit, il est donné à un instant T pour une situation donnée. On a des associations qui vont se prévaloir de rescrits qu'elles ont obtenus il y a 10 ans
Et le fonctionnement peut avoir énormément changé depuis le moment où il y a eu le rescrit fiscal. Et donc, du coup, l'administration, elle ne sera plus liée par un rescrit qu'elle a donné il y a 10 ans. Et puis, sur l'intérêt de demander un rescrit fiscal, si on peut émettre des reçus fiscaux sans cet agrément préalable, un des intérêts, c'est qu'il y a certains financeurs qui vont le demander. Et notamment dans le cadre d'appel à projets privés, il y a des fondations, avant de reverser des fonds, elles vont s'assurer que les associations auxquelles elles donnent de l'argent sont bien des structures d'intérêt général. Donc, ça peut être aussi une exigence de certains financeurs. Merci. Donc, je vois, voilà. Bonjour, qu'est-ce que l'agrément apporte réellement, du coup, si d'un côté, on peut faire des reçus sans l'agrément et que si on a un refus, nous ne pourrons plus faire de reçus? C'est ce que ça apporte, c'est qu'il y a certains financeurs qui l'exigent avant de financer. Donc, ça permet quand même d'attirer certains financeurs. Voilà, faut vraiment, c'est au cas par cas. Il faut réfléchir en fait avant de faire cette démarche de rescrit qui reste facultative, mais pour autant, dans certains cas, ça peut être un vrai plus pour certains financeurs. Une question de Magali, donc sur peut-on faire des reçus de dons pour les cotisations? On y a répondu là tout à l'heure, je pense, pendant la présentation. Donc, la réponse, c'est que ça dépend vraiment de ce qui est donné en contrepartie de la cotisation. S'il y a des contreparties qui sont données, il n'y aura pas de reçu, il n'y aura pas de réduction d'impôt parce qu'on considérera que la cotisation est le paiement en fait de cette prestation, entre guillemets. En revanche, si ça donne juste le droit de participer à l'Assemblée générale et à la vie de l'association, mais voilà, sans avantage direct, individualisable, valorisable, dans ce cas-là, ça pourra donner lieu à une réduction d'impôt. Merci. Je vois qu'il y a des questions, on a déjà répondu, mais je les affiche quand même. Quand l'administration par intérêt général pour accepter une demande de rescrit fiscal, c'est les conditions que Mathilde a exposées tout à l'heure. Si jamais vous avez besoin de plus de précision, on pourrait y revenir, mais je pense qu'on a pas mal aidé la question. Sans agrément intérêt général, une association peut prétendre à une possibilité de réduction d'impôt à ses donateurs. Idem, on a expliqué aussi pas mal ça à l'oral. Donc, si jamais vous avez besoin de précision, Héloïse, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Et une question de Marie-Pierre Pichon, vous demandez l'agrément d'intérêt général. Donc, ça, c'est directement à l'administration fiscale. Exactement. Donc à Bercy. À Bercy ou à la direction départementale des finances publiques dont dépend l'association. Donc voilà, on a eu beaucoup de questions. Merci beaucoup. J'en vois encore une dernière là. Combien la valeur de la franchise d'impôt afin de ne pas être en activité commerciale? Alors, attendez, ça change tous les ans. Donc, c'est 73 518 €. Voilà. Vous l'aurez. Ouais. Donc, 73 518 €. Ça change tous les ans, mais ça reste toujours dans cet ordre d'idée-là. Voilà. Depuis 5 ans, c'était 72 000. Voilà. Ok. Je vois dans le chat que Tristan a apporté… alors, je ne sais pas si c'était en lien avec ta question, Tristan. Nous n'avions pas encore reçu officiellement notre agrément. Cela nous a donc empêché d'avoir un don en nature de la part de CNews. En revanche, nous allons tout de même des dossiers de partenariat sponsoring financés sans cet agrément. Ok. Donc, non, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie tous pour votre attention pendant ce webinaire. On a été ravis de partager ce moment avec vous. On espère avoir répondu à un grand nombre de vos interrogations et puis de vous avoir apporté des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des ouvertures sur d'autres domaines. Merci aussi d'avoir répondu aux différents sondages pour revenir un petit peu aux nouvelles sources de revenus que vous aviez pas forcément identifiées. On va noter les appels à projets privés et la vente de produits et de services qui arrivent en tête là, pour un quart d'entre vous. Et derrière, les subventions publiques et les organisations d'événements. Donc, ça veut dire que voilà, même si vous connaissez un certain nombre de ressources, finalement, on a toujours place à découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles manières de les optimiser. Donc, en tout cas, on espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Oui, merci à tous. Je sais que vous étiez nombreux. Alors, c'est toujours un peu frustrant de répondre à travers le chat. Ce n'est pas aussi fluide
que quand on a des interactions en direct, mais on ne désespère pas d'organiser des événements un jour. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous aura été utile. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai que chaque type de ressource pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul, donc voilà, notamment l'intérêt général et les recettes commerciales. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, Laurent ou moi, si vous aviez des questions. Et puis donc la présentation vous sera adressée. Vous pourrez vous y référer. Qui arrive sur le chat, oui. Donc, vous allez recevoir juste après le webinaire un mail avec le replay et la présentation en pièce jointe. Hein, donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous avez accès d'ailleurs à tous les liens qu'on vous a partagés. Merci encore à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Désolé, ça a été un peu plus long que prévu, mais vous avez beaucoup de questions. Donc, en tout cas, à très bientôt et merci encore. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir.